Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Si vous êtes à la fois fan de Dixit et de Stranger Things, restez bien avec moi parce que le jeu dont nous allons parler aujourd'hui est clairement fait pour vous. Greenville 1989 est donc un jeu à l'ambiance oppressante, angoissante mais diablement esthétique. Vous constaterez que le principe de jeu y est vraiment enfantin. Quant aux illustrations, elles sont juste à tomber. Il s'agit d'un jeu de Florian Fay et David Sidbon pour 3 à 6 joueurs à partir de 16 ans. Mais bon, ça c'est juste du marketing, hein. C'est comme le Spartacus, le prix du sang et de la trahison. En fait, ils ont mis le interdit au moins de 16, mais c'est juste pour vous faire croire qu'en fait, ça va être gore, ça va être saignant. En réalité, je le rappelle, il n'y a pas d'équivalent PEGI pour les jeux de plateau. Ça n'existe pas, donc c'est juste du marketing. Et sincèrement, il n'y a rien qui vous empêche de jouer à ce jeu en dessous de 16 ans. 10 ans, voire 12 si vraiment vos enfants sont un petit peu sensibles, ça va très bien. Et des durées de partie annoncées d'environ 20 à 40 minutes, ben ça dépendra un petit peu du nombre de joueurs et du talent de ces derniers pour parvenir à finir le jeu. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors le jeu est installé, il est très vite installé, il est également très vite expliqué. On a un tout petit plateau de jeu, des jetons et des semblants de plateaux individuels. Ça permet d'identifier rapidement les personnages autour de la table de jeu. Alors les illustrations concernant les personnages, personnellement je suis pas hyper fan. Je sais pas, ça m'emballe pas trop, y compris le choix des couleurs d'ailleurs. Leurs prénoms on dirait un petit peu des incrustations en word art. Mais bon, après tout c'est raccord avec l'époque, 1989. Donc bon voilà, c'est subjectif. Et puis c'est pas le cœur du jeu, le cœur du jeu, ce sont vraiment les cartes de jeu. Et alors là, franchement, on en prend plein les rétines. Et je tiens vraiment à m'attarder dessus, à féliciter l'illustrateur David Sidbon parce que vraiment là il le mérite. Les cartes de jeu mais c'est des tueries. Là on est vraiment dans des illustrations qui relèvent de l'exceptionnel. Honnêtement moi quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai découvert les cartes je suis tombé de cul. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors c'est vrai que la boîte de jeu en elle-même est magnifique, mais parfois ça c'est un petit peu trompeur. Après il faut savoir que Greenville, bon je l'ai acheté, je savais pas du tout ce que j'achetais comme jeu, je l'ai acheté parce que justement l'illustration de la boîte était magnifique. Ça m'a rappelé effectivement Stranger Things et comme je suis fan, forcément j'ai acheté. En tant que bon mouton consommateur geek que je suis, voilà. Mais je savais pas à quoi j'allais jouer, je savais pas si ça allait être un jeu de rôle, je savais même pas que c'était un jeu de communication. Moi les jeux de société je les consomme un petit peu comme des films en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que les films je m'interdis totalement en fait de visionner quelconque bande-annonce. Parce que pour moi voilà, une bande-annonce en fait c'est juste de la publicité. Et à force de constater qu'on me mentait souvent sur la marchandise avant de visionner un film, j'ai décidé de me couper totalement. Comme ça voilà, en général j'ai des attentes quand je vais regarder un film, mais elles ne sont pas fonction de la publicité. Là c'est pareil, avant d'acheter un jeu, je regarde peu de pubs, je regarde peu de critiques, et puis je me construis ma propre opinion sans être influencé par qui que ce soit. Mais je critique pas, sincèrement, chacun son truc. Moi j'ai bien conscience que j'ai un comportement assez particulier en ce qui concerne ma consommation de produits culturels. Voilà, vous expliquer tout ça, ça me permet de gagner un peu de temps pour continuer à vous présenter quelques cartes, parce que vraiment elles sont magnifiques et ça vaut le coup d'œil. Alors évidemment, comme le système de jeu se rapproche énormément de celui d'un Dixit, les illustrations c'est important. Et force est de constater qu'en l'occurrence là ça dépote grave. Alors dans Greenville 1989, comme dans Stranger Things en fait, vous voilà bloqué dans un univers parallèle. Vous étiez là en train de manger vos chips et puis tout à coup, bam, tout change d'apparence. Et vous voilà donc projeté dans une réalité alternative, ma foi, fort angoissante. Donc le but du jeu, ça va être de quitter ensemble cet univers. Et donc pour ça, il va falloir trouver le chemin de la sortie en communiquant par télépathie. Et donc vous allez tenter de rentrer dans l'esprit du joueur actif pour tenter de deviner quel chemin ce dernier a choisi pour vous. Et croyez-moi, rentrer dans l'esprit des autres, c'est comme dans Dixit, c'est pas toujours évident. Bref, comment se passe un tour de jeu ? Eh bien, chaque personnage va dévoiler une carte qu'il va poser devant son petit plateau individuel.
Et chacun son tour, chacun des joueurs va donc décrire sa carte. Et ce qui est important, c'est qu'il va y intégrer un aspect roleplay, un aspect narratif. C'est-à-dire qu'il va expliquer quelle est la situation de son personnage dans cet environnement, comment il se sent, comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, là, Marty, il peut dire j'étais en train de jouer aux jeux vidéo dans la salle d'arcade. Quand tout à coup l'écran s'assombrit, j'ai l'impression qu'il y a du sang qui coule à l'intérieur. Ce dernier se brise, les joysticks et les boutons de la borne d'arcade se transforment en globe oculaire. Je suis complètement effrayé, mais je décide quand même de jouer aux jeux vidéo. Alors pourquoi cette description? Parce que ça permettra de noter un petit peu les détails récurrents qui vont venir sur les différentes cartes. Et puis les actions que l'on décrit pour notre personnage peuvent également influer sur les choix futurs. Là, Julius, pareil, il va nous décrire sa carte. Alors je suis dans un champ avec des pissenlits, il fait froid, il y a une espèce de gros papillon jaune devant moi. Le ciel est gris, il y a beaucoup de brume, et léger détail, il y a un crâne à mes pieds. Je décide de soulever le crâne, voilà, pour voir ce qu'il y a dessous. Ici, on a Cindy, par exemple, qui va nous dire, je suis dans une rue. Sur ma gauche, je vois une horloge. Il y a peut-être une gare de l'autre côté de la rue. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de circulation. Je suis en face d'un vieux cinéma. Il y a un fantôme, là, qui sort d'un panneau. Il fait nuit, les passants sont des formes fantomatiques. Et au bout de la rue, il y a une forme sombre qui me fait très peur. Je décide de m'enfuir à l'opposé de cette forme. Voilà, vous l'aurez compris, en fait, dans Greenville, il y a vraiment un aspect narratif très important. C'est un jeu d'ambiance, donc certes, on a envie de gagner dans ce jeu, c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir sortir de ce monde d'illusions. Enfin, pour ma part, c'est presque plus important d'arriver à se raconter une histoire un petit peu sympa. Alors évidemment, ce sera pas forcément une histoire hyper cohérente comme on peut la retrouver par exemple dans Il était une fois. Là, c'est beaucoup plus fantasmagorique. On joue un peu gentiment à se faire peur. Alors cette phase de description est assez importante parce que ça va permettre aux joueurs actifs, que l'on appelle le guide dans ce jeu, de faire des choix plus ou moins éclairés par la suite. Donc admettons que là on a fini notre description de cartes, eh bien le joueur actif va dévoiler ici autant de cartes qu'il existe de joueurs, plus une, parce qu'il va y avoir un piège. Alors je vous laisse découvrir les cartes tranquillement, là aussi on a le temps, hein. Et vraiment on va pas se priver de les admirer, là celle-là, là, le drive-in est vraiment génial. Je vous laisse regarder les détails, hein, mais c'est super. Regardez, là sur la plaque minéralogique, on a le nom de l'auteur, F. Fait. Vous voyez, on a un petit chiffre là, 19. 19 est un chiffre récurrent sur nombre de cartes. Ici, on va dévoiler une cabane dans les bois, digne d'un bon petit film d'horreur là, avec un numéro 13 là sur le côté. Vendredi 13, parfait. La maison au bord du lac, en plus il y a la petite barque là. Donc on est vraiment à Crystal Lake là avec Jason. Vraiment ce jeu fourmille de références d'ailleurs en termes de pop culture et de cinéma de genre, c'est assez incroyable. Ça va de Shining à Alien en passant par le Seigneur des Anneaux, enfin c'est très complet. Là regardez, j'ai dévoilé une nouvelle carte, mais là pareil, vous voyez on a l'élément récurrent des globes oculaires là dans les verres, donc ça va m'aider éventuellement à guider mes personnages. On a là aussi, tiens, vous voyez le nom de l'auteur à nouveau qui apparaît, hein. Il y a une petite flaque de sang au milieu de la table, là c'est pareil, hein. C'est un élément récurrent dans les cartes de jeu. On a un petit dé là de jeu de rôle, un petit polyèdre. Tiens, regardez là dans la carte que je dévoile là, hop, si on regarde bien, on voit là au fond la petite forme qui fait peur. Ça n'est pas sans rappeler le descriptif de la carte de Cindy tout à l'heure, où elle disait qu'elle avait peur d'une silhouette au fond de la rue. Et enfin voilà une carte alors avec une citrouille d'Halloween, il y a un peu de tout là-dessus, hein. Aussi regardez les œufs là de Alien, c'est ça, hein. Regardez, il y en a même un d'ouvert là ici. Des traces de pas, enfin c'est tout, ça fourmille vraiment de détails, hein. C'est le genre de carte sur lequel on peut passer mais bien 10 minutes à regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Rien que les illustrations pour moi justifient l'achat du jeu en fait. Mais revenons à la mécanique, donc en fait là le guide, hein, le joueur actif, va choisir pour chacun des joueurs autour de la table une suite à son histoire personnelle. Et donc pour ça en fait il va se baser sur les détails des différentes cartes ou sur l'histoire que lui a raconté le joueur. Donc par exemple il va peut-être se dire que Marty, donc son personnage à lui, eh bien en jouant aux jeux vidéo il est projeté dans un restaurant parce qu'il va se baser sur le fait qu'il y a des globes oculaires là qui flottent dans les verres et que donc ça rappelle ceux qu'il y avait sur les joysticks et sur les boutons sur la borne d'arcade. Donc ça c'est un raisonnement d'observateur logique de la part du guide. Alors tout ça il se le dit dans sa tête, il le dit pas aux joueurs autour de la table parce que le but du jeu des autres joueurs ça va être de trouver quel chemin le guide leur fait emprunter. Mais voilà, dans sa tête il va se dire Julius, toi par exemple, voilà, tu vas dans le champ, t'as la citrouille qui crie, tout simplement parce que cette citrouille elle ressemble au crâne qu'il avait tout à l'heure. En plus il était déjà en train de se balader dans un champ, Julius. Voilà, il peut se baser, on l'a dit tout à l'heure, sur un détail de carte comme le globe oculaire, il peut se baser sur
un sentiment général, parce que là, voilà, il y a des champs des deux côtés, il y a quelque chose qui ressemble à un crâne, donc dans l'idée, c'est un petit peu logique peut-être que Julius atterrisse là. Surtout que Julius a dit tout à l'heure qu'il allait soulever le crâne pour voir ce qu'il y avait dessous, donc vraiment, il s'est focalisé sur le crâne, et donc peut-être que Julius va faire le lien avec la citrouille, lorsqu'il aura à deviner le chemin que le guide lui a choisi. Alors Cindy, par exemple, il peut l'orienter tout à fait raisonnablement vers, on l'a vu tout à l'heure, cette forme assez menaçante, puisqu'elle a insisté là-dessus, c'est ça qui l'a fait fuir. Donc là, le guide peut se dire, bah écoute, la forme finalement la suit au bout de la rue. En plus, là, c'est pareil, c'est une carte qui se situe en ville, donc c'est pas mal quoi au niveau logique. Après, ça peut être des logiques un petit peu plus fantasques. Alors, le joueur actif, le guide, n'oubliera pas également d'attribuer un ectoplasme à l'un des chemins. C'est juste pour ajouter un choix possible totalement faux. Et donc ensuite, on va passer à la phase de choix des personnages. C'est-à-dire que les personnages vont essayer de deviner où le guide les a envoyés. Donc les autres joueurs vont choisir tous ensemble, après débat, les chemins empruntés par chacun des personnages. Et donc finalement on va passer à la phase de vérification afin de voir si les joueurs ont fait le bon choix. Et donc quand les joueurs auront pris la bonne route, la seule chose qui va se passer, c'est qu'ils vont récupérer l'illustration. Et le but du jeu pour tous les joueurs autour de la table, c'est de collectionner devant eux 4 illustrations chacun. Et c'est à cette condition, et uniquement cette condition, qu'ils remportent la partie. Autrement, s'ils se sont trompés de chemin, en fait, ils avancent ici, sur le plateau de jeu, alors sur n'importe quelle voie qu'ils auront choisi eux-mêmes, et si un seul des joueurs arrive au bout de l'un des chemins, c'est tout le groupe qui perd la partie. Et vraiment, faut pas se tromper souvent, parce qu'il y a très peu de cases sur ce petit plateau. Alors pour nous aider, au fur et à mesure qu'on avance ici sur le plateau, on peut récupérer des petits artefacts. On le voit, d'ailleurs ici, il y a toujours le dé polyèdre, il y a le Rubik's Cube, il y a le petit canard en plastique, on retrouvera aussi le Simon ou le nain de jardin, et chacun de ces artefacts apporte un pouvoir spécial que l'on peut utiliser une seule fois par partie. Bref, voilà, je m'attendais pas du tout à ce type de jeu pour Greenville 1989, mais force est de constater qu'il est agréable. C'est un bon jeu de communication qui est pas si facile que ça. Je dirais même qu'il représente un certain challenge, d'autant plus si vous commencez à être nombreux à y jouer. On retrouve bien l'ambiance Stranger Things, les illustrations sont somptueuses. C'est un jeu qui évidemment dévoilera toute sa saveur avec les bons joueurs autour de la table qui vont participer à l'aspect narratif du titre. Toujours pareil, avec un jeu de com, si vous avez des gens trop timides autour de la table ou des gens qui en ont rien à foutre, eh ben ça descendra un petit peu quoi. Voilà, donc au risque de me répéter, je vous recommande chaudement de pratiquer Greenville 1989, en particulier si vous êtes fan de l'ambiance Stranger Things, de l'ambiance un petit peu Cthulhu, un petit peu glauque, un peu Silent Hill et pourquoi pas, et également si vous êtes fan évidemment de Dixit. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.